Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la première course World Tour de la saison, le Tour Down Under. Oui, ça sent la rentrée des classes du côté de l'Australie. On va parler des différentes étapes, du parcours, des équipes, des favoris également. Et puis on parlera également du programme télé et de la météo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, à la fois pour le sprint et à la fois pour le classement général. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Bien notamment du cyclisme, toujours le Vendée Globe, le biathlon également, et puis toujours les présentations d'équipes qui continuent malgré le Down Under. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Reprise de la saison avec une remise en route qui n'est pas toujours simple pour les coureurs, alors, même si c'est plus facile qu'avant parce que maintenant les coureurs, quand on dit qu'ils partent en vacances, c'est plus vraiment comme avant, c'est-à-dire que même s'ils sont en vacances, ils prennent pas 3-4 kilos. On a connu des coureurs qui, après une période de vacances, n'étaient pas du tout au top de leur forme. Maintenant, c'est un peu plus facile. Malgré tout, le Down Under arrive très tôt dans l'année. Tous les coureurs qui vont Down Under n'ont pas forcément l'objectif de faire un gros début de saison. Là aussi, et donc pour certains, la remise en route, selon que ta préparation soit plutôt axée sur des objectifs qui soient un peu plus lointains, peut être difficile. Les premiers efforts peuvent être difficiles. Et puis, il faut gérer la température. C'est vrai qu'il fait pas froid en Australie. On est en plein été à cette période-là de l'année. Pas mal de changements aussi. C'est une course. Ces courses de début de saison nous permettent de voir les différents changements, notamment de couleur de certaines équipes, mais aussi les coureurs qui ont parfois changé d'équipier, changé de vélo, changé de coéquipier, et il va falloir gérer tout ça. C'est vrai que quand vous passez d'une équipe à une autre, faut gérer les nouveaux équipiers. Quand vous êtes un grand leader, il faut réussir à développer des nouvelles amitiés avec ses collègues de travail, on va dire ça comme ça. Et puis, il faut aussi s'adapter à son nouveau matériel, même si on a fait des essais à l'entraînement. Parfois, on a pu utiliser les nouveaux vélos que très tardivement à cause des changements de contrat. Donc, ce qui fait qu'en Australie, on peut s'apercevoir par exemple que le poste de pilotage, comme on l'a positionné, ça ne convient pas, ou on va pouvoir travailler aussi sur les différents braquets, parce que d'une marque à une autre, on n'a pas toujours les mêmes types. Par exemple, chez SRAM, vous avez le 14 à l'arrière que vous n'avez pas chez Shimano, donc c'est pas la même chose au niveau des braquets. Donc il faut travailler là-dessus, sur les pressions de pneus, ajuster tout ça. Donc ça peut être aussi le moyen de travailler là-dessus. Et puis il y a certains coureurs qui ont modifié, même quand ils restent dans la même équipe, qui ont modifié leur position sur le vélo pour être plus aéro, pour être plus efficace. Et il faut voir si au bout d'un certain temps, ça ne crée pas des douleurs. Donc ça permet de faire ça également, le Down Under. En fait, le Down Under, pour plus de la moitié du peloton, c'est pas un objectif et ça permet pas de montrer vraiment son état de forme. C'est juste là pour faire un entraînement. C'est un entraînement, mais avec un dossard dans le dos. Et on le voit surtout cette année, la liste de départ n'est pas aussi fournie en termes de qualité, on peut le dire, que sur certaines années. Par contre, il y a d'autres coureurs, leur objectif, c'est pas du tout de faire des kilomètres pour l'entraînement. Leur objectif, ça va être de montrer qu'ils ont bien progressé pendant l'hiver, qu'ils ont passé un cap et qu'ils vont devenir un coureur dangereux pour le futur. Et ça, par exemple, on l'avait vu l'année dernière du côté de la Décathlon AG2R. Mais ça permet de montrer ce genre de choses, de montrer à son équipe, au staff, mais également à ses adversaires qu'on a progressé. Et puis, on peut finir également que c'est une course qui est un petit peu dangereuse, dans l'idée où elle est dangereuse parce qu'il ne faut pas forcément gagner cette épreuve. C'est pas toujours bien d'être en forme au Down Under. Je rappelle qu'on est qu'au mois de janvier. La saison, il va falloir tenir jusqu'au mois d'octobre. Et donc, si on est en forme dès le mois de janvier, c'est peut-être parce qu'on est trop tôt en forme.
Donc c'est pas toujours bon, on l'a vu l'année dernière, Sam Welsford il commence très fort l'année et puis ensuite il a quand même complètement disparu. Et puis il faut faire attention également parce qu'on peut tomber et c'est pas la période où il faut tomber, hein. Je dis toujours janvier, mars, jusqu'à mars il faut pas tomber parce que c'est une période où on travaille la condition physique et si vous êtes en retard à cette période-là de l'année, le retard vous le comblez pas pendant le reste de la saison normalement, donc il faut pas tomber. Et surtout que des fois on peut avoir des chutes assez importantes, on se souvient de Rudy Mollard notamment du côté du Tour Down Under, donc c'est une course, il faut quand même faire attention, voilà, il ne faut pas non plus la prendre trop à la légère, parce qu'on peut se faire avoir dans ce genre de situation. Bon, eh bien je crois que nous avons parlé beaucoup sur cette épreuve, on peut donc regarder le parcours, hop là, transition magnifique, vous voyez là c'est les effets spéciaux. Il y a eu un petit problème avec l'enregistrement, donc on poursuit avec le parcours de cette édition, comme je disais. Donc vous voyez sur une carte, c'est très condensé, on utilise une toute petite partie de l'Australie. La course se déroule autour d'Adélaïde, au niveau des 6 étapes de ce parcours. Beaucoup d'épreuves qui se finissent avec un circuit. Ce sont souvent des circuits au niveau du parcours, des étapes qui sont très courtes, hein, on est en dessous de 160 km pour la plus longue, parce que l'objectif c'est pas de faire du kilométrage, c'est surtout d'en mettre en route. La nouveauté cette année, c'est qu'on n'a que Virunga Hill. On n'aura qu'une arrivée au sommet. L'année dernière, on avait Virunga Hill et le Mount Lofty. Là, il n'y a pas le Mount Lofty au programme et pas non plus de contre-la-montre. On avait eu certaines années un prologue pour démarrer. Là non plus, pas de retour du prologue qui s'était fait avec des vélos de route notamment. Première étape entre Prospect et Gumeracha. Donc vous voyez une étape qui sera vraiment pour sprinter, pas très difficile, hein. Les côtes font 1,5 km. La côte de Berry Hill Climb. Et là vous voyez, on passera 3 fois sur la ligne d'arrivée à Gumeracha pour prendre des repères. Donc première journée de 150 km. Le lendemain, on sera du côté de Tanunda avec une étape très courte. C'est un classique, hein, Tanunda, du côté de ce Tour de Under, avec la côte de Manglers Hill, 2 km 8 à 6,6 de moyenne, mais elle est à quand même 23 km de l'arrivée, donc elle ne devrait pas suffisamment créer de différence. Il faudra quand même se méfier dans le final, on pourra avoir des équipes un petit peu désorganisées. On attaque le 3e jour de course entre Norwood et Uredla. Une étape qui n'est pas habituelle, hein, entre Norwood et Uredla, avec un final où il faudra faire attention, avec 2 passages du côté de la Pound Reserve, 2 km 7 à 7,7 de moyenne et surtout un sommet à 6 km de l'arrivée. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait faire des premières différences pour le classement général sur cette étape, avec notamment des sprints bonification, notamment sur le premier passage du côté de la ligne d'arrivée, parce que le général peut se jouer également sur les bonifications à l'arrivée. Le 4e jour, on part de Glenelg pour aller à Victor Harbor. Là aussi, une étape donc la plus longue de cette course, 158 km, où on passera notamment par Parawa Hill et Nestle Hill, une côte de 1,8 km à 8,4% de moyenne, côte qui sera quand même à 22 km de l'arrivée, mais il y aura encore un faux plat au kilomètre 147,5, donc à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Donc est-ce qu'on arrivera à faire des grosses différences ce jour-là? Bien entendu, le samedi, c'est le tour de Virunga Hill, la côte majeure de cette épreuve. Donc une étape de 146 km avec 2 passages à Virunga Hill dans cette côte de 3 km 3 à 7,4 de moyenne, où les difficultés ne sont pas véritablement au sommet, hein. Il faut surtout attaquer un petit peu avant le kilomètre. Au niveau du kilomètre, je crois me rappeler que là où c'est le plus dur. Et puis le dernier jour, un critérium autour d'Adélaïde, hein, avec une vingtaine de tours sur un circuit très très court. Le circuit, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un circuit qui doit faire
3-4 km grand maximum et qu'il va falloir prendre donc à de nombreuses reprises. À l'intérieur, on aura une petite côte de 300 mètres à 3,7%. Pour finir, donc voilà un critérium autour d'Adélaïde, mais qui comptera pour le classement général. Je dis critérium parce que c'est le format, on va dire critérium. Faut savoir qu'en Australie, vous avez même un champion d'Australie du critérium. Donc voilà, pour clôturer cette dernière étape du côté du Tour Down Under. Du côté de la météo, rapidement, la météo, elle est assez bonne sur cette épreuve. On aura un grand soleil qui est attendu, même un très très grand soleil qui est attendu sur cette épreuve, avec notamment beaucoup de soleil, de la chaleur. Les températures vont augmenter au fur et à mesure de la semaine. On devrait aller entre 22 à 31 degrés le dimanche du côté d'Adélaïde. Et il faudra faire attention au vent. Sur les 2 premiers jours, il y aura du vent entre 30 et 40 km/h, donc qui pourrait avoir un impact sur la course. Ensuite, le vent diminuera largement sur les dernières étapes pour avoir quasiment un vent nul à Virunga Hill et le dernier jour. Du côté du palmarès de cette épreuve, eh bien le palmarès de ces dernières années du côté du Down Under, c'est une course qui a subi le Covid, 2 annulations en 2021 et en 2022. En 2023, c'était donc Jevine qui s'était imposé devant Simon Yates et Pello Bilbao. En 2024, c'était Stephen Williams qui avait battu Jonathan Narvaez et Isaac Del Toro. Ce qui n'avait pas été un problème pour ces 3 coureurs-là qui avaient plutôt fait une bonne saison en 2024. Si on regarde en 2020, c'était la victoire de Richie Porte. En 2019-2018, Daryl Impey. Richie Porte en 2017, Simon Gerrans en 2016, Rohan Dennis et Simon Gerrans en 2015 et 2014. Et on regarde quand même que c'est une course qui a souvent souri aux Australiens. Parce que normalement, ils sont habitués à ces conditions climatiques-là en étant revenus en hiver dans leur contrée. Et avec les championnats nationaux qui sont, je rappelle, en début de saison, c'est souvent un petit peu plus en forme que d'autres coureurs et un petit peu plus dans le rythme. Un seul vainqueur français dans l'histoire de la Down Under, c'était Gilles Maignan. C'était en 2000. Et c'est même le seul coureur français qui a fini sur le podium sur cette épreuve. Donc on verra s'il y aura du changement en 2025. 25 ans après donc cette victoire de Gilles Maignan lors de la 2e édition de cette épreuve, la première ayant été remportée par Stuart O'Grady, ce qui ne rajeunit pas. On regarde tout de suite la liste de départ de cette épreuve. La liste de départ, hop là! On commence avec la formation Israël, Stephen Williams qui donc sera le meneur de cette équipe, avec également Corbin Strong et peut-être la dernière participation de Simon Clark sur cette épreuve, c'est vrai qu'il n'est pas tout jeune. On aura également Michael Woods, le Canadien, qui sera au départ, du côté de la Jayqualula avec ce nouveau maillot. Vu qu'on n'a pas encore fait la présentation de cette équipe, on aura Luc Plapp, l'Australien, et puis on aura aussi Mauro Schmidt, le Suisse. Du côté de la Bahrain Victorious, eh bien on vient avec Phil Bauhaus, et puis on aura également Alfonso Eulalio et Ermakov, des jeunes coureurs. Et on aura également Mathis Paskens dans cette formation, ou Robert Stannard. Du côté de la UAE, là également un petit changement sur le maillot. Jevine et Narvaez au départ, Narvaez sous ses nouvelles couleurs. Du côté de la Soudal Quick-Step, Pascal Encorn, là aussi un nouveau maillot que je trouve plutôt réussi du côté de la Soudal Quick-Step. Et puis on aura Antoine Huby au départ et Junior William Junior Le Serre. La Décathlon viendra avec Paul Lapera, mais également Dorian Godon dans cette équipe au départ. Avec Andrea Vendrame aussi. Intermarché viendra avec Francesco Buzzato, mais surtout Diane Smith. Il y aura également Georg Zimmermann et Taco van der Horn. Pourquoi pas une échappée qui irait au bout en tout début de saison. Ineos avec Lucas Hamilton, Geraint Thomas pour sa dernière saison.
et Magnus Sheffield. La Red Bull Bora-Hansgrohe, là aussi un nouveau maillot avec Sam Welsford, hein, qui avait dominé la course l'an dernier et qui revient, avec également Laurens Pitty et Finn Fischer-Black, peut-être pour le général Finn Fischer-Black. La team Picnic Postenel avec Tobias Lund Andresen pour les sprints et Oscar Only, là aussi pour pourquoi pas jouer le général. La Cofidis avec Brian Cocard, avec Yon Izagirre au départ, encore Paul Ourselin qui est passé de la Total Energy à la Cofidis. Du côté d'Arkea, on vient avec une équipe très jeune, notamment autour de Christian Rodriguez. Il y aura notamment le Norvégien Martin Tjota qui était dans l'équipe réserve, ou encore Louis Roulant. Également, du côté de la Movistar, on vient avec Carlos Canal, mais également du côté des jeunes coureurs, Diego Pescador et puis Nathanael Tesfacion qui a changé de formation. Du côté de la Visma Lease Bike, Dylan Van Baarle avec Thomas Glog et également Julien Vermode. Du côté de la EF, Education Easy Post, Esteban Chavez au départ avec Nerukar, le jeune britannique. Markel Bellocchi également sera au départ avec cette formation. Alpecin de Koning vient avec Tobias Bayer, avec Gal Glivar également, jeune coureur, et Fabio Van den Bosch. Du côté de la XDS Astana, Alberto Bettiol sera au départ avec également Sergio Higuita et Aaron Gate. Pour les sprints, du côté de la Lidl Trek, Tim Tottenberg, le nouveau coureur qui était dans la réserve l'an dernier, Juan Pedro Lopez ou encore Albert Philipson également au départ avec Badjoli. Du côté de la Groupama, Lewis Aski, Sven-Erik Bikström dans cette équipe avec Rémi Rochas. Et puis, avec Quentin Paché également, et puis l'équipe d'Australie, car je rappelle qu'il n'y a pas d'équipe de deuxième division qui sont invitées, la sélection australienne, pardon, avec Damien Dawson, coureur de la Q36.5, ou encore Rudy Porter et Cameron Scott, des coureurs qui voudront se mettre en avant sur cette épreuve World Tour. On regarde tout de suite les favoris pour cette course. Du côté de mes favoris pour cette épreuve, eh bien du côté du sprint, alors je rappelle, j'enregistre, nous sommes le 18 janvier, donc c'est-à-dire nous sommes samedi, et il est 19h30, la liste de départ peut encore subir des modifications après cet enregistrement. Parmi mes favoris au sprint, eh bien je retente Sam Welsford, c'est pas une grosse surprise, hein. On voit qu'au départ il n'y a pas non plus 150 000 sprinters. Sam Welsford qui a été performant déjà en ce début de saison, notamment sur le Critérium avant le départ de ce Tour de Under. Bon, bah, je pense qu'il avait déjà été bon l'an dernier. Il aime bien cette épreuve. Après, la question, ça sera de voir s'il arrive à faire le même résultat que l'an dernier, c'est-à-dire monopoliser les victoires du côté du sprint. Bauhaus, qui a déjà été efficace également sur le Tour Down Under, Phil Bauhaus. Là encore, hein, on est sur une liste de départ où on n'a pas non plus 150 grands sprinters. Donc avec Bauhaus, c'est presque l'un des noms les plus ronflants, comme on pourrait dire, l'un des noms les plus importants sur le sprint. Andresen, le coureur de la Picnic, désormais, il va falloir se mettre aussi au nouveau nom de formation. Andresen, bah, parce que moi j'avais bien aimé sa première saison. Il a quand même réussi un petit peu éclipser quand même Jakobsen dans cette équipe. À l'époque, il s'appelait DSM. Donc Andresen, je me dis que ça peut être pas mal. Et puis avec quelques sprints où il y aura des bosses, lui c'est un coureur qui passe très très bien les bosses. Et puis Brian Cocard, déjà vainqueur d'une étape, c'était il y a 2 ans. Brian Cocard, qu'on suivra, le coureur de la Cofidis. Là aussi, il y aura des opportunités pour lui à suivre. Parmi les coureurs à suivre, j'ai tenté pas mal de jeunes coureurs, hein, vous verrez parmi les coureurs à suivre. Eh bien moi, j'ai mis Tottenberg, voilà, le jeune coureur de la Lidl Trek, dont je n'ai pas parlé sur ma présentation de la Lidl Trek, mais je vais le suivre vraiment sur ce Down Under. Je pense qu'il a les opportunités de faire des bonnes choses. Et puis l'année dernière, il avait été très bon sur les épreuves à Palma de Majorque. Et puis Corbin Strong, parce qu'il est souvent bon en début de saison, Corbin Strong, et là encore, il a des opportunités de faire des bonnes choses, notamment sur certains sprints un petit peu compliqués. Donc il faudra le suivre. Les favoris pour le classement général, j'ai mis Stephen Williams. Oui, l'année dernière, il avait déjà été bon. Alors c'est vrai que cette année, il n'y aura pas le Mount Lofty. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment Virunga Hill qui sera, je pense, l'endroit majeur. Mount Lofty, c'était un petit peu plus long, donc peut-être que ça conviendra moins à Stephen Williams. Mais l'année dernière, ça n'avait pas été un problème pour lui de bien démarrer la saison. Paul Lapera,
également sera là au départ avec la G2R. Et Paul Lapera, vu ce qu'il a fait l'an dernier, c'est un terrain qui pourrait vraiment bien lui réussir. Et pourquoi pas, encore une fois, succéder à la dernière victoire française qui date, je rappelle, de l'édition 2000. Mauro Schmidt, moi je tente plus Mauro Schmidt que Luc Plapp, du côté de la Jaïko Lula. Ses qualités de puncher peuvent faire la différence du côté du Suisse, qui sera pour la deuxième année dans cette formation. Et puis Jonathan Narvaez, certes changement d'équipe du côté de Narvaez, mais lui il faudra faire attention parce qu'il est capable de prendre des secondes de bonification sur les sprints, et ça peut jouer également sur les sprints du côté de cette épreuve, et ça sera son avantage, comme Paul Lapera également, qui aura cet avantage là de pouvoir prendre des secondes de bonification sur les sprints. À suivre, là également aussi un coureur qui est en capacité de bien performer sur certains sprints, c'est Alberto Bettiol du côté de XDS Astana. Et puis j'ai mis Philipsen, Albert Wittern Philipsen, le jeune coureur de 18 ans. Je vais suivre ce qu'il va donner. Eulalio également, le jeune coureur de la Bahreïn. Et puis Diego Pescador du côté de la Movistar. C'est des coureurs que je vais suivre en ce tout début de saison. Programme télé, donc je rappelle, la course démarrera mardi pour se finir dimanche. Alors c'est marqué au niveau des horaires à la fois sur la plateforme L'équipe et sur Eurosport. La plupart des étapes démarrent à 1h30 du matin. Au niveau des arrivées, bon, c'est vers 4h30, 5h30, mais autant vous dire qu'il faut mieux regarder en replay. Ne passez pas vos nuits blanches devant le Tour de Nonder. Le replay est fait pour ça, et vous prendrez autant de plaisir à regarder ces épreuves le matin en étant bien réveillé. Donc nous, on se retrouvera tous les soirs 17-18h, voilà, pour le débrief des différentes étapes. Voilà, je pense pas avant, pour débriefer les différentes étapes de ce Tour de Nonder. J'espère que vous avez aimé cette présentation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!